Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Marc Zaffran, j'ai été médecin généraliste en France entre le tout début des années 80 et décembre 2008. J'ai exercé la médecine générale à la campagne et à l'hôpital, en centre de planification et d'IVG, et accessoirement je suis écrivain et je publie sous le pseudonyme de Martin Winkler. Je vis désormais au Québec. Je suis honoré d'avoir la chance de vous parler et je remercie les organisateurs de ce congrès, en particulier Benoît Tudrege et Thomas Meignier, de m'avoir invité à le faire. Je suis très touché de m'adresser à des internes en médecine générale. Quand j'étais interne, on disait stagiaire interné à l'époque, choisir la médecine générale était considéré comme une anomalie. Je sais que c'est encore le cas pour un certain nombre d'étudiants en médecine, mais je suis très heureux de savoir qu'en 40 ans, les choses ont changé et que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'à mon époque. Je suis très heureux de m'adresser à de futurs généralistes et je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma petite présentation. On m'a demandé de vous parler de la sexualité en médecine générale et d'aborder deux thèmes. D'une part, celui de la légitimité du médecin généraliste à parler de sexualité et d'autre part, la manière, les méthodes pour aborder la sexualité en consultation. Je ne vais pas vous faire un long exposé, mais je vais vous faire part de réflexions essentiellement fondées sur trois sources. Mon expérience personnelle, qui n'est pas exhaustive, mais qui a le mérite d'être longue, mes lectures, qui ne sont pas exhaustives non plus, mais qui ont le mérite d'être nombreuses et variées, et enfin, la confrontation que j'ai eu l'occasion de faire avec deux autres cultures, qui est la culture française, la culture anglo-saxonne, qui est assez différente de la culture française en matière de sexualité, et la culture québécoise, qui a des points communs avec les deux. D'abord, passons rapidement sur la question de la légitimité à parler de sexualité en médecine générale. Comme on dit ici, it's a no-brainer. Autrement dit, il n'y a pas à se poser la question. La médecine générale, c'est la médecine de la vie quotidienne, avec ses petites et ses grandes souffrances. La sexualité fait partie de la vie quotidienne, donc la médecine générale a pour vocation aussi de s'occuper de la sexualité. La raison pour laquelle les généralistes se posent la question de leur légitimité en ce domaine, c'est que les facultés de médecine, évidemment, ne dispensent pas de cours sur la sexualité à destination des médecins. Cependant, quand on est étudiant en médecine, on s'intéresse déjà à la sexualité depuis le lycée, et on s'y intéresse encore plus quand on entre en faculté de médecine, et bien sûr, on se préoccupe beaucoup plus des travaux pratiques que de la théorie. De sorte que les débats, je devrais dire les ébats concernant la sexualité ont lieu effectivement entre étudiantes et étudiants, ou étudiants entre eux, ou étudiantes entre elles, parfois entre enseignants et étudiants, ou entre étudiants et infirmiers et infirmières, mais ils ont rarement lieu en groupe, ils ont rarement lieu en collectivité, ils ont rarement lieu sur le plan théorique, c'est toujours des ébats ou des débats qui sont intimes, et par lesquels on apprend finalement beaucoup sur soi-même, mais très peu sur les autres. Seulement, la sexualité, ça intéresse les patients. Il serait utile que les médecins reçoivent une formation théorique sur la sexualité. Et en particulier, j'aimerais que dans les facultés de médecine, on vous enseigne ce que la sexualité a de parfaitement biologique. En particulier, quand on regarde le fait que la sexualité a été programmée par l'évolution dans le comportement des êtres humains, et que cette sexualité, elle a des caractéristiques qui sont tout à fait communes à un très grand nombre d'êtres humains, mais que les variations de cette sexualité, comme par exemple l'orientation sexuelle, comme l'identité sexuelle, sont aussi des variantes qui ont été programmées par l'évolution, qui ne sont pas des pathologies, mais qui sont des modifications individuelles de ce qui est le plus fréquemment retrouvé dans la population générale, mais qui ne sont en aucune manière des anomalies. Et donc j'insisterai en vous disant vivement et fermement que vous, les médecins généralistes, si vous prenez la peine d'acquérir un certain nombre de notions sur la sexualité, vous avez une totale légitimité à en parler, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait partie de la vie quotidienne, comme je vous l'ai dit, on verra dans quelques instants par quels éléments de cette vie quotidienne les patients vous en parleront, ou par quels éléments vous pourrez leur en parler, et ensuite parce qu'un généraliste peut et doit pouvoir entendre toutes les demandes qui viennent de ses patients. Ça ne veut pas dire qu'il a des solutions à tout, bien entendu, et il ne faut pas le croire, ni le faire croire aux patients, mais ça veut dire dans mon esprit que l'une des fonctions du médecin généraliste, c'est d'être celui ou celle qui reçoit toutes les questions, qui les écoute sans jugement, qui les précise avec le patient et qui aide le patient soit à trouver les réponses s'il y en a,
soit à choisir une démarche qui lui permettra de résoudre les problèmes si c'est nécessaire et s'il y a vraiment un problème. Non seulement vous avez une légitimité à écouter les questions concernant la sexualité, mais vous allez le faire probablement aussi bien, voire mieux que les gynécologues, qui d'une part ne s'occupent que des femmes et pas des hommes, et vous allez vous occuper des hommes, et qui souvent ne veulent pas entendre parler non plus des problèmes sexuels, et vous le ferez aussi beaucoup mieux que tous les autres spécialistes dont ça n'est pas du tout le souci, à l'exception bien entendu des sexologues, mais qui sont des spécialistes auxquels vous ferez peut-être appel, le plus souvent d'ailleurs pas du tout, parce que la plupart des problèmes peuvent être abordés en médecine générale. Ce qui me semble primordial, c'est que votre souci numéro un en tant que médecin généraliste, c'est de ne pas surmédicaliser les plaintes des patients, et de leur proposer des interlocutrices et des interlocuteurs, en l'occurrence vous, qui vont dédramatiser leurs inquiétudes, et qui vont leur expliquer qu'en matière de sexualité, comme dans beaucoup de domaines, il n'y a pas de normes, il y a des variations, que beaucoup de gens qui souffrent, pensent souffrir de la sexualité, en fait souffrent des images ou des idées qu'ils ont au sujet de leur sexualité. Et il est important de les rassurer, il est important de les aider à faire la part des choses entre ce qui est gênant et ce qui est véritablement pathologique. Pour vous donner un exemple parmi bien d'autres, il est fréquent que de jeunes hommes se plaignent de voir au cours de leur vie d'avoir une érection et de constater que leur sexe est dévié sur le côté. C'est fréquent, ça n'est pas une anomalie, c'est une variante anatomique et ça ne gêne en rien les rapports sexuels. Ça peut être pathologique à la fin de la vie, mais quand ça apparaît spontanément dès l'adolescence, ça n'a rien de gênant et ça n'est pas du tout anormal. Seulement, s'ils ont passé beaucoup de temps à regarder des films pornographiques, ce qui arrive à un très grand nombre de jeunes gens aujourd'hui, ils se font une idée peut-être un peu biaisée de la norme en matière d'anatomie sexuelle. Le rôle du généraliste, c'est de poser des questions de bon sens. Est-ce que c'est l'aspect de votre érection qui vous gêne, ou si c'est, quand vous avez des relations sexuelles, le fait d'avoir des relations sexuelles qui est gênant? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir de pénétration, par exemple? Il est très important de faire prendre aux gens conscience de la différence entre l'idée qu'ils se font de leur sexualité, ou de la sexualité qu'ils pourront avoir, et la réalité de ce qu'est leur rapport sexuel. Le rôle du médecin généraliste, c'est d'aller au-delà des apparences et de se soucier de la manière dont les gens vivent. Je me souviens d'un jeune homme qui était venu me voir en me demandant de le dispenser d'éducation physique parce qu'il était troublé par ses camarades quand il prenait une douche collectivement avec d'autres garçons. Il avait du mal à admettre qu'il pouvait être attiré par les hommes et que donc les hommes avaient un effet sur son désir. Et à l'époque, je crois que ça l'a beaucoup soulagé que je lui dise que l'homosexualité, ce n'était pas une maladie, mais que ça faisait partie de sa personnalité. C'était la première fois qu'il entendait dire ça, et comme j'étais son médecin, ce que je lui disais avait beaucoup de poids. Rappelez-vous que votre parole a et aura beaucoup de poids, et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas là pour alourdir le poids que portent déjà les patients sur leurs épaules, mais pour l'alléger. En tant que médecin de première ligne, vous allez pouvoir beaucoup alléger le fardeau des patients qui vont se confier à vous, ou du moins les aider à le porter. C'est toute la légitimité dont vous avez besoin. Vous vous sentez mal à l'aise pour parler de sexualité parce que vous vous sentez ignorant. C'est pas grave. Vous allez apprendre au fil des consultations. N'oubliez pas qu'en médecine générale, vous avez le temps. Si vous ne savez pas répondre à la question, dites au patient que vous allez vous renseigner et faites-le. Et répondez-lui plus tard. L'Internet est une ressource précieuse. Vos confrères aussi. Les patients vous seront toujours reconnaissants d'approfondir un sujet qui les concerne, même si ça leur demande d'attendre. Et justement, ce qui fait la qualité d'un généraliste, c'est qu'il est toujours en train d'approfondir ses connaissances pour répondre aux questions de ses patients. Pour que les patients abordent la question de la sexualité, ou toute autre question qui leur tient à cœur, il faut avant tout qu'ils se sentent en confiance. Et pour qu'ils se sentent en confiance, il y a des précautions simples à prendre. L'une des premières précautions à prendre, c'est qu'il faut éviter d'être intrusif en posant des questions directes, que vous ne voudriez pas qu'on vous pose à vous. Par exemple, si vous sentez qu'un patient tourne autour du pot et voudrait vous parler d'une question gênante, qui est peut-être d'origine de nature sexuelle, qui peut-être pas de nature sexuelle, si vous voyez qu'il est gêné et qu'il n'ose pas vous parler, vous pouvez lui dire, il est préférable de lui dire « Je sens que vous avez quelque chose sur le cœur dont vous voudriez me parler, que ça vous est difficile en ce moment. Si vous n'êtes pas à l'aise aujourd'hui, on peut en parler une prochaine fois. » Un patient qui sent qu'on ne le presse pas se sent plus libre de parler qu'un patient qu'on harcèle de questions.
Et en médecine générale, le temps est un outil très important. Parfois, les patients ont besoin de mûrir leurs demandes. Assurez-les que vous serez encore là pour l'écouter dans 6 mois. De votre côté, rien ne les oblige à parler. Et encore une fois, il vaut mieux qu'ils se sentent libres de parler que contraints. Il faut savoir aussi saisir les occasions de parler de la sexualité ou créer des occasions d'en parler. Et j'en viens à la deuxième partie de mes réflexions, comment aborder la question de la sexualité en consultation. C'est à la fois simple et compliqué. C'est relativement simple si votre patient est une patiente, si c'est une femme. C'est plus compliqué si c'est un homme. Pour parler de sexualité avec une femme, ou plutôt pour lui montrer qu'on est prêt à écouter ses questions sur la sexualité, il y a au moins 3 domaines qui sont assez faciles parce qu'ils font partie de sa vie quotidienne et de sa physiologie. Il y a le cycle menstruel et les règles, il y a la contraception quand elle a des rapports sexuels et qu'elle ne veut pas être enceinte, et puis il y a la grossesse quand elle essaye d'être enceinte ou qu'elle est enceinte. J'ai écrit plusieurs bouquins sur la contraception et les règles. Les dernières éditions remontent à quelques années et sont plus à jour. Et je dois les refaire l'an prochain. Mais en attendant, je vais envoyer à Thomas et à Benoît les livres en format PDF en leur demandant de vous les transmettre sur simple demande et de vous les envoyer pour que vous puissiez regarder tous les problèmes, toutes les notions pratiques et techniques qu'il faut connaître dans ces domaines-là et qui sont dans le bouquin. Je ne vais donc pas m'étendre sur la technique de la contraception, par exemple, ou des règles. Sur les aspects techniques, sur les aspects pratiques, je vais me consacrer essentiellement à vous parler de choses plus générales, mais de choses de bon sens. Si une patiente vient vous demander ou vient renouveler une contraception, la discussion va porter tout naturellement sur le désir d'enfant, sur les craintes concernant la fertilité, sur les troubles du cycle éventuels, sur les peurs concernant les hormones. Donc vous allez être amené à parler de sexualité en situation, par exemple, parce que c'est la femme qui va aborder le sujet. L'important, c'est de laisser parler la patiente et de l'inviter à poser toutes les questions qu'elle peut avoir sans l'interrompre. Il arrive que des questions paraissent bizarres, et ce sont ces questions bizarres qui ont le plus d'intérêt. Si vous trouvez qu'une question est étrange, faites-la reformuler en disant que vous aimeriez comprendre exactement ce qui préoccupe la patiente. Par exemple, il m'est arrivé très souvent qu'une femme me demande « Est-ce que porter un stérilet, ça fait mal ?» C'est une question fréquente. Ça peut vouloir dire est-ce que j'ai le droit de porter un stérilet? Je prends la pilule mais j'ai pas d'enfant, est-ce que j'ai le droit d'en porter un? Est-ce que ça fait mal quand on pose un stérilet? Est-ce que ça fait mal quand on porte le stérilet parce qu'on le sent en permanence? Ou bien, est-ce que ça fait mal quand on a des rapports sexuels? Évidemment, vous allez lui demander de préciser et, par exemple, ça peut être tout simple de lui faire préciser à quel moment craignez-vous que ça vous fasse mal de porter un stérilet? Quelles sont les questions exactes que vous vous posez? Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé par des amis? Est-ce que vous avez des amis qui ont un stérilet et qui ont mal? Dites-moi exactement par quoi votre question est motivée. Ce sera plus facile pour elle de préciser sa véritable inquiétude plutôt que de lui poser une question directe qui sera toujours un peu intrusive. L'essentiel dans ce type de consultation, en plus d'écouter et au besoin de noter les questions de la patiente avant d'y répondre, c'est de ne jamais porter de jugement sur ce qui sera dit. Quand une femme va exprimer une crainte ou plus encore une sensation, il est tout à fait contre-productif de lui dire « ce n'est pas vrai » ou « c'est dans votre imagination » ou « c'est pas possible ». Je prendrai un seul exemple qui est la mention du fait que le désir diminue sous pilule ou sous autre contraception hormonale. Pendant longtemps, on a répondu aux femmes que l'absence de désir sous pilule, c'était psychologique, c'était dans leur tête. Or, ça n'est pas psychologique du tout. Les hormones contraceptives ont chez certaines femmes, pas toutes, mais chez certaines femmes, le même effet que le climat hormonal de la grossesse, c'est-à-dire que leur désir s'atténue ou disparaît. Ce n'est pas psychologique, c'est neurobiochimique, tout simplement parce que les hormones ont un effet qui diminue le désir sexuel, la libido, sur le cerveau. Par principe, donc, tout ce que votre patient dit ressentir, c'est vrai pour lui ou pour elle. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas lui dire le contraire, car vous porterez alors un jugement arbitraire sur sa perception du monde, mais aussi sur la perception qu'il ou elle a de son propre corps. Et si vous mettez en doute cette perception, vous allez mettre en péril la confiance que la patiente ou le patient vous porte. Bien sûr, il arrive, et il est très possible, et il est fréquent que ce que le patient ressent ne soit pas grave, ou ne soit pas le signe d'une maladie, ou que ça soit effectivement d'origine psychologique. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas respectable. Ça doit donc appeler une réponse nuancée qui peut être, par exemple, «
À quoi attribuez-vous ces sensations? Afin que le patient précise ce qui l'inquiète. Un autre exemple, le vaginisme, la contracture douloureuse à la pénétration, c'est un phénomène qui est très fréquent, qui est parfois consécutif à un rapport sexuel brutal, mais le plus souvent, il ne s'agit pas du tout d'un viol ou d'une brutalité. Une femme qui a une vaginite infectieuse ou mycosique peut avoir eu mal au cours d'un ou de plusieurs rapports sexuels successifs désirés et développer un vaginisme réflexe ensuite. Il n'est donc pas souhaitable ou nécessaire d'aller la psychanalyser d'emblée ou de lui demander ce qui s'est passé dans son enfance. Ça peut être tout à fait une conséquence de quelque chose qui était transitoire mais qui s'est pérennisé parce qu'elle a eu mal et qu'elle a peur à nouveau et se contracte quand elle a des rapports sexuels maintenant que sa vaginite est terminée. Bien sûr, il arrive que les femmes consultent pour autre chose que pour une contraception ou pour un trouble sexuel comme un vaginisme ou une mycose, mais ça ne vous empêche pas de leur tendre la perche. Et là encore, la contraception ou la demande contraceptive, c'est une bonne entrée en matière, même si elle n'en parle pas. Par exemple, à une femme qui vient consulter pour autre chose, un certificat de bonne santé pour une activité sportive par exemple, il est parfaitement légitime de demander si elle a été enceinte récemment, si elle a envie d'être enceinte, ou si elle utilise une contraception, parce que tout ça c'est important si par exemple vous avez à lui prescrire quelque chose sur le plan médicamenteux. Vous pouvez lui demander si elle a une contraception, est-ce que vous êtes satisfaite de votre contraception? Parce que ça fait partie du boulot du médecin d'adapter une contraception inadéquate, c'est de la prévention primaire. Ce n'est pas parce qu'une femme prend la pilule depuis 10 ans qu'elle la tolère bien, et elle vous sera reconnaissante de lui demander si elle n'a pas envie de changer de méthode, mais parfois elle n'ose pas le demander. Vous pouvez aussi lui proposer de lui parler des méthodes qui existent et qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais essayées. Et vous pourrez aussi lui permettre de lutter contre les idées reçues. Par exemple, les utilisatrices de stérilet au cuivre, souvent, ne savent pas qu'elles peuvent prendre un anti-inflammatoire pour diminuer les douleurs des règles, par exemple, ou pour soigner une entorse. Parce qu'en France, on continue à dire que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués quand on porte un dispositif intra-utérin, ce qui est une légende strictement hexagonale. En leur donnant cette information, vous leur évitez bien des souffrances. Si la patiente n'utilise pas de contraception, si elle n'est pas enceinte, si elle ne veut pas utiliser de contraception, vous pouvez aussi tout simplement l'interroger sur la durée de son cycle, sur lui demander si elle a des règles douloureuses ou non, et si elle a des questions plus générales à poser à ce sujet. Tout ça fait partie des choses qui font le quotidien des femmes et qui permet ensuite à ces femmes de penser que si elles ont la moindre question à poser sur le sujet, elles peuvent vous en parler. Le problème en général que rencontrent les femmes qui ne veulent pas parler de la sexualité aux généralistes, c'est quand elles ont affaire à des généralistes qui n'abordent jamais la question de la contraception, qui n'abordent jamais la question de leur cycle menstruel et qui ne leur suggèrent pas qu'il est tout aussi capable de leur prescrire une contraception ou de parler de leur cycle menstruel ou de parler de leur désir de grossesse qu'un gynécologue. Beaucoup de femmes vont voir un gynécologue, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas parler de ça à leur généraliste, mais il faut que le généraliste le propose. Vous avez le droit aussi de rassurer les patientes sur les examens gynécologiques qui sont traditionnellement présentés comme obligatoires. Par exemple, l'examen des seins. Si une femme de moins de 35 ou 40 ans va bien et ne vous demande rien, ne vous dit pas « j'ai quelque chose dans le sein, je voudrais que vous m'examiniez », vous n'avez pas à lui proposer d'examen systématique. Les tumeurs cancéreuses du sein avant 35 ou 40 ans sont rarissimes et il est encore plus rare que les femmes ne sentent rien. La mammographie, comme vous le savez, non seulement n'est pas utile avant 50 ans, mais elle est déconseillée avant 50 ans parce qu'elle conduit à de nombreux surdiagnostics et à des interventions inutiles. Le frottis de dépistage, d'après les dernières recommandations internationales, n'est utile qu'à partir de l'âge de 25 ans et ensuite tous les 3 ans. Pourquoi 25 ans? Parce que l'immense majorité des lésions ou des lésions apparentes qu'on rencontre avant 25 ans sont en fait des anomalies qui régressent toutes seules. Il n'est donc pas utile de faire des biopsies, voire même des interventions, pour rien. En l'absence de symptômes, un examen pelvien, un toucher vaginal n'est pas utile, jamais chez une femme qui se plaint de rien. Et c'est en ne soumettant pas les femmes à des examens inutiles et en leur laissant entendre qu'elles peuvent parler de sexualité sans que vous leur sautiez dessus pour les examiner pour rien, que vous leur permettrez d'en parler. Dans le domaine de la sexualité, il est au moins aussi important de dire « je n'ai pas de questions indiscrètes à vous poser ». Mais vous avez le droit de me poser des questions délicates et je pourrai les entendre. Et c'est aussi très important pour vous, les médecins, de penser. Il y a des patients
qui n'ont pas de problème avec leur sexualité, en tout cas pas de problème médical, et ce n'est pas à moi de les créer ou de les inventer. Pour parler de sexualité avec un homme, c'est une autre paire de manches. Les hommes, déjà, consultent peu, ou alors quand ils consultent, c'est que vraiment ils ne peuvent pas faire autrement. La sexualité, c'est ce dont ils ont le plus de mal à parler spontanément. Quand un homme consulte pour ça, le plus souvent, ça fait des semaines qu'il en souffre moralement. Il n'est pas possible de savoir à l'avance si et quand les hommes auront besoin de parler de sexualité. Donc la seule attitude pour le médecin généraliste à adopter, c'est une attitude préventive et informative. Et je vais vous donner 2 conseils. Le premier conseil, c'est de ne jamais décaloter le prépuce d'un petit garçon, quel que soit son âge, même si sa mère vous le demande. Et surtout si le spécialiste a dit qu'il fallait le faire. Les prépuces n'ont pas besoin d'être décalotés chez les nourrissons, les nouveau-nés et les petits-enfants. Les garçons, quand ils atteignent l'âge de la puberté, se décalotent très bien tout seuls. En revanche, décaloter de force un prépuce de petit, ça provoque des paraphimosis, voire des phimosis, et là on crée des catastrophes. Donc rassurez les mères sur le fait qu'il ne faut pas toucher au pénis des petits garçons, pas plus d'ailleurs qu'il ne faut toucher à la vulve des petites filles. La deuxième chose préventive, c'est que vous n'avez pas à examiner les adolescents qui viennent vous demander des examens de sport, vous n'avez pas à leur examiner les organes génitaux, que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. C'est intrusif, ils ont honte, ils ont peur de se montrer, n'y touchez pas s'ils ne vous demandent rien. Et laissez-les en sous-vêtements. Une troisième chose que vous pouvez faire quand vous avez affaire à un homme et à un nouveau patient, c'est de lui expliquer comment vous travaillez et l'esprit dans lequel vous travaillez. Vous pouvez lui dire, et ça vous pouvez le dire à tous les âges, et c'est très important de le dire à tous les âges et de le répéter souvent, surtout si vous êtes un jeune médecin qui vient de s'installer, dites à vos patients qu'ils peuvent venir vous voir en étant certains que ce qui va se dire pendant la consultation va rester entre lui et vous, entre elle et vous. Ça ne sortira pas d'ici, même si c'est un adolescent. Surtout si c'est un adolescent, vous n'allez pas en parler à ses parents. Si c'est un homme ou une femme mariée, vous n'allez pas en parler à son conjoint ou à sa conjointe. Vous n'êtes pas là pour les juger ou pour leur imposer des normes. Vous êtes là pour écouter ce qu'ils ont à dire et vous êtes là pour le garder pour vous. Vous ne l'utiliserez jamais contre lui. Et puis, une autre chose qui est très importante à dire, c'est de dire, à l'occasion de n'importe quoi, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions insignifiantes, il n'y a pas de questions dont vous devez avoir honte. Si quelque chose vous préoccupe suffisamment pour vous gêner dans votre vie courante, ça mérite que vous m'en parliez. Je suis là pour ça, je suis là pour vous rassurer, et je suis là essentiellement pour vous aider à y voir plus clair. Une circonstance où il faut savoir aborder la question de la sexualité avec les hommes, c'est avec les hommes qui ont plus de 50 ans et qui prennent, et parfois un peu plus jeunes, qui prennent un traitement pour l'hypertension ou pour une maladie coronarienne. Beaucoup de ces traitements ont des effets sur l'érection. Et il est important de leur dire, voilà, vous prenez votre traitement depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce que vous êtes gêné? Il faut éviter de dire à l'avance à un patient, est-ce que, vous savez, vous risquez d'avoir des problèmes d'érection avec votre traitement, parce que là, vous êtes sûr que vous allez en induire. En revanche, il faut savoir que les troubles de l'érection, ils sont indiqués sur les notices des médicaments, que le patient va lire la notice des médicaments, et qu'il risque d'être inquiet à cause de ça. Donc s'il vient vous voir en vous disant, docteur, est-ce que je risque d'avoir des troubles de l'érection? Là, vous pouvez lui dire, eh ben, vous allez voir, les troubles de l'érection, ça arrive, mais ce n'est pas fréquent. Vous allez le rassurer. Vous faites du traitement préventif. Une autre chose qu'il faut savoir aborder, c'est la question de la sexualité avec les patients qui ont un trouble coronarien, parce que beaucoup de patients qui ont un trouble coronarien ont un compagnon ou une compagne qui est inquiet à l'idée qu'ils aient des rapports sexuels, en craignant qu'ils meurent en ayant des rapports sexuels. En fait, c'est un événement qui est très très rare. Et il vaut mieux avoir une sexualité quand on est coronarien et avoir une sexualité qui est une sexualité satisfaite et épanouie que de ne pas avoir de rapport sexuel, car statistiquement, les patients coronariens qui ont une vie sexuelle ont une vie de meilleure qualité et vivent plus longtemps que les patients coronariens qui n'ont pas de vie sexuelle du tout. C'est bon à savoir et c'est bon à le dire.
Je vais finir par vous dire tout simplement que l'essentiel dans le métier de médecin généraliste, que ce soit pour la sexualité ou pour le reste, c'est l'attitude que vous présentez à vos patients. Si vous leur laissez entendre que vous ne les jugerez pas et que leurs interrogations et leurs ressentis seront respectés, que vous ferez de votre mieux pour répondre à leurs questions, ou pour aller interroger quelqu'un pour répondre à la question si vous n'avez pas la réponse, ça va leur ouvrir la porte pour tout ce qu'ils auront besoin de vous confier. Ça peut concerner la sexualité, mais ça peut concerner beaucoup d'autres choses, les conflits au travail, les difficultés en famille, la peur de mourir, et parfois le désespoir et le désir de mourir. Et c'est important qu'ils se sentent en mesure de vous parler de ça sans que vous les jugiez et sans que vous sautiez sur les antidépresseurs tout de suite. Rappelez-vous enfin que vous ne pourrez pas aborder le sujet de la sexualité ou tout autre patient, ou tout autre sujet que vos patients veulent aborder, avec un patient qui ne veut pas en parler. Mais si vous vous montrez respectueux de sa vie privée, et si vous vous montrez ouvert à tout ce qu'il pourrait avoir envie d'aborder, un jour peut-être, ça peut être dans 3 jours, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, les patients s'en souviendront, et le jour où ils en auront besoin, ils pourront venir vous voir et vous parler de quelque chose qui leur importe. Et ils vous seront extrêmement reconnaissants d'être là pour pouvoir les écouter. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon congrès. Au revoir.